Alan était un loser sans emploi qui rêvait de jouer au jeu vidéo le plus difficile. Quand il choisit le mode enfer d'un jeu obscur pour assouvir ce désir, il renaît comme un roturier dans un monde de magie et d'épée, se retrouvant dans un jeu sans tutoriel ni seconde chance. Alan est un gamer hardcore qui ne sait même pas ce qu'est l'herbe. Il passe tout son temps à jouer dans sa chambre comme un vrai dégénéré, puis il rage contre les jeux pour ne pas être assez difficile. Il commence à désirer un jeu plus difficile que d'obtenir une petite amie, et décide de chercher sur internet le jeu le plus difficile, avec le pire équilibrage. Cependant, au moment d'appuyer sur le bouton de recherche, son écran change en publicité pour un jeu sans fin. La pub demande à Alan de les rejoindre dans un monde fantastique d'épée et de magie. Avec sa confiance qu'aucun jeu ne peut le satisfaire, ce que disait aussi mon ex, il décide d'essayer. Il a d'abord la possibilité de choisir le niveau de difficulté du jeu, et après facile, normal et difficile, il voit l'option mode enfer. Alan choisit avec assurance le mode enfer, avec un avertissement qu'il fera face à tellement de désespoir qu'il n'aura même pas le temps ni l'énergie de regretter son choix. Alan l'ignore, disant au jeu qu'il a déjà entendu ça trop de fois, et il valide son choix. Le jeu lui dit qu'il doit avoir 100 fois plus d'expérience pour monter de niveau en mode enfer par rapport au mode normal, puis présente une liste de classes. La difficulté la plus facile est pour le guerrier et l'utilisateur de lance, mais le niveau de difficulté des classes comme héros et démons est extrêmement élevé. Cependant, la plus grande difficulté est pour la classe invoqueur, et c'est exactement ce qu'Alan cherche. Il choisit cette classe, et découvre qu'il aura le statut de serf, ce qui signifie essentiellement roturier dans le monde du jeu. Il apprend aussi que le jeu est encore en phase alpha, ce qui le fait se demander comment il peut y accéder. Mais il est content de devenir testeur, alors il accepte les conditions. Au moment où il clique sur le bouton, une lumière éclatante jaillit de son écran, et Alan disparaît de la Terre sans laisser de traces. L'instant d'après, il réalise qu'il est dans un océan sombre et tiède, et il commence à apprécier cette sensation relaxante. Cependant, il se rend vite compte qu'il ne devrait pas être dans un endroit sombre et tiède, et les choses empirent quand il sent que quelque chose se resserre autour de lui. Il demande à quelqu'un de le sortir, et c'est exactement ce que fait une femme dans un autre monde. Elle pousse fort et fait sortir Alan réincarné de son ventre, et il entre dans le monde du jeu depuis le hall. Il réalise que le jeu ne mentait pas quand il a dit qu'il l'emmènerait dans un monde d'épée et de magie. Mais il a encore du mal à croire que tous les animés avec des cieux glacés qu'il se moquait montrent des choses réelles. Alan ne peut pas le dire à voix haute, et il ne fait que pleurer pendant que son père le tient. Le système du jeu l'accueille, disant que s'il peut surmonter toutes les difficultés sur son chemin, il découvrira le principe du monde. Un an passe depuis lors, et Alan s'approprie complètement le rôle d'un bébé malgré ses 35 ans en tant que gamer sans emploi. Il ne peut pas encore parler, mais il garde les souvenirs et la capacité intellectuelle de sa vie précédente, et il en est vraiment reconnaissant. Il apprend que ses parents sont des serfs, vivant dans un village sans nom, où il paie des impôts au seigneur local pour cultiver et autres. Son père dans ce monde est Rodin, un homme de famille bosseur, et sa mère est Tirjoum, une douce femme dans sa fin d'adolescence. Alan voit à quel point ses parents sont romantiques, et il sait qu'il aura bientôt des frères et sœurs. Après le dîner un soir, sa mère le met au lit et retourne finir son repas. Une fois seul, Alan décide de consulter ses statistiques. Il fait apparaître la fenêtre de statut, mais rien ne se passe, ce qui n'est pas nouveau. Alan est déçu, car peu importe combien de fois il essaie, il ne comprend pas comment utiliser sa classe d'invocateur. Et il ne peut même pas encore faire apparaître sa fenêtre de statut. Eh bien, aujourd'hui est son jour de chance, et quand il invoque à moitié la fenêtre de statut à nouveau, un livre apparaît devant lui. Il panique et crie fortement, ce qui fait que ses parents se précipitent dans sa chambre. Il fait donc immédiatement disparaître le livre avant qu'il ne le voie et fait semblant de parler dans son sommeil. Une fois qu'ils s'en vont, il fait réapparaître le livre contenant ses statistiques et les détails de ses compétences. Il découvre qu'il est un invoqueur de niveau 1 avec 2 compétences appelées invoquer et créer, qui peuvent monter en niveau à force de les utiliser. Il a aussi quelques invocations disponibles, mais pour l'instant il ne peut créer que des insectes et des bêtes de rang H, et il sent que le niveau de difficulté est vraiment élevé pour lui. Soudain, une page au hasard au milieu du livre s'illumine et s'ouvre. Alan est surpris de trouver une lettre d'Elmia, la déesse qui a créé ce monde, s'excusant du retard pour l'envoi de son grimoire qui sert de fenêtre de statut. Elmia écrit que puisque Alan a choisi une classe de personnages encore en test, ils ont dû faire beaucoup de paperasse pour préparer son grimoire rapidement. Mais maintenant, ils espèrent qu'il apprécie le jeu. Alan ne se soucie pas trop du délai. Il préfère explorer le jeu maintenant qu'il a enfin son grimoire. Il retourne à la page d'invocation et décide d'invoquer des insectes. Mais peu importe quel sort il essaye, les insectes n'apparaissent pas. Alan choisit de verrouiller car il n'y a pas de tutoriel ici,
et il se rend compte qu'il doit d'abord utiliser la compétence créée. Il prouve sa théorie en créant une carte d'insectes. Mais avant de pouvoir l'invoquer, il entend sa mère approcher et fait semblant de dormir. À ce moment, Alan est en fait fatigué et décide de retarder l'invocation jusqu'à demain. Le lendemain, pendant que ses parents travaillent, Alan invoque le bug qu'il a créé la nuit précédente. De petites orbes de lumière bleue remplissent sa chambre avant de fusionner pour prendre la forme d'une énorme sauterelle. Alan est surpris de voir le gros insecte et essaie de lui donner des ordres. Mais ce n'est qu'un insecte stupide qui n'écoute personne. Alan est déçu et décide de vérifier les informations du bug dans son grimoire. Il découvre qu'il peut nommer la sauterelle, et il décide de l'appeler Denka. Il trouve aussi que l'invocation de la sauterelle a boosté son endurance et agilité d'un point. Il est donc super excité et crie. Déjà vient vérifier après avoir entendu cela, et en voyant la sauterelle géante, elle panique et l'écrase sous son pied. Après quelques jours d'expérimentation avec des insectes, Alan crée et invoque une souris de rang H qui améliore son HP et agilité. Elle n'écoute pas non plus les ordres normaux, mais a une capacité appelée Scurry qu'elle utilise pour courir en rond quand il l'ordonne. Alan a également compris qu'il peut avoir 10 invocations à la fois, et les statistiques qu'il obtient s'empilent. Cela le rend beaucoup plus fort que n'importe quel bébé de son âge. Un jour, pendant que sa mère joue avec lui après avoir fait toutes ses tâches, son père revient à la maison couvert de sang. Verja est horrifié de voir cela, mais Rodin lui dit que c'est le sang du grand sanglier qu'il a chassé avec d'autres villageois. Alan est curieux de voir le sanglier sauvage, donc Rodin décide de l'emmener le voir. En montant sur les épaules de son père, Alan obtient un premier aperçu du monde extérieur. Rodin lui montre un groupe de monstres volants et dit qu'ils annoncent le début de l'automne. Il dit à Alan de devenir comme ces oiseaux libres de voler partout, le ciel est la limite pour eux. Alan s'endort avec toutes ces paroles inspirantes et une fois arrivé à destination, Rodin le réveille pour voir le grand sanglier. Le monstre est beaucoup plus grand que prévu et une équipe entière travaille à le dépecer. À ce moment, un homme nommé Jirda arrive et demande à tout le monde d'applaudir leur champion Rodin, MVP de la chasse d'aujourd'hui. Rodin devient un peu timide en recevant des éloges, il passe rapidement à la présentation de son fils à tout le monde. Jirda est choqué de voir un bébé d'1 an agir de manière aussi polie et répondre à toutes ses questions sur les monstres. Alan apprend que le grand sanglier est un monstre de rang C qui nécessite une équipe de 20 personnes pour être vaincu, et cela devient son objectif pour devenir plus fort. Après 10 mois d'entraînement avec ses invocations, Alan monte enfin de niveau et débloque de nouvelles fonctionnalités de son grimoire, ainsi que de nouvelles compétences. Mais ces créatures invoquées sont encore un peu bêtes, et il sait qu'il ne peut pas encore les utiliser en combat. Soudain, il entend une voix familière, et réalise que c'est l'heure redoutée de la journée où son amie, Krina, vient jouer avec lui. Elle les fait tous les deux faire semblant d'être des chevaliers et de se battre en duel avec des épées en bois. Et malgré l'agilité boostée par ces créatures, Alan n'arrive pas à suivre une gamine aux cheveux roses qui manie son épée comme une pro. Il n'a même pas le temps de se défendre et Krina brise son épée avec ses attaques féroces. À la fin de la journée, Alan est étendu par terre, épuisé et vaincu. Quand ses parents rentrent chez eux, Krina prend congé. Alan se relève aussi et prend quelques courses de sa mère enceinte, et ils rentrent chez eux ensemble. Pendant le dîner, Alan demande soudain à ses parents s'il peut les aider à récolter des pommes de terre parce que leur mère ne peut pas trop travailler dans son état. Ses parents sont choqués par cela, mais Alan leur assure qu'il est fort, donc il peut beaucoup les aider. Rodin et Fereja lui disent qu'il est encore un enfant, donc il ne devrait pas les aider avec les travaux des champs. Il lui explique qu'il devra le faire un jour. D'ici là, il devrait profiter de son enfance en jouant avec Krina. Alan comprend vite les raisons de l'inquiétude de ses parents. Comme ils sont coincés dans la vie de serf pour toujours, il pense qu'il deviendra agriculteur comme eux en grandissant. Et il ne voudrait pas que leur fils de 3 ans fasse un travail si dur. Il décide de respecter leurs souhaits, mais elle fait remarquer qu'elle a récemment vu qu'il lançait des pierres sur l'arbre dans leur jardin. Elle veut savoir pourquoi il fait ça. Et Alan déclare qu'il s'entraîne pour protéger sa mère des monstres dangereux qui rôdent dans la forêt. Rodin est très fier d'apprendre cela et soulève Alan, qui se sent coupable d'avoir menti, car il essayait juste de voir s'il pouvait apprendre d'autres compétences. Il dit à Alan de protéger aussi Krina, pensant que la petite n'est pas en danger. Elle est le danger. Rodin dit que comme les deux enfants s'amusent à jouer les chevaliers, il espère qu'ils se débrouillent bien lors de leur cérémonie d'évaluation. Alan est curieux à ce sujet. Alors, ses parents lui expliquent que la cérémonie d'évaluation a lieu à 5 ans pour voir si les enfants ont un talent remarquable. Et avec le bon talent, ils pourraient même sortir de la vie de serf. Peu de temps après, l'hiver arrive et Alan peut invoquer un insecte toute la journée. Il est fier de sa progression, mais ensuite Krina vient jouer avec lui et il se laisse distraire. Il se fait battre, mais c'est devenu une routine quotidienne.
donc personne n'y prête attention. Cependant, le criquet qu'il a laissé dehors fait sursauter Teresha, la faisant entrer dans le travail. Roden demande à Krina d'aller chercher sa mère et apporte un soutien moral à sa femme pendant qu'Alan chauffe de l'eau. Il souhaiterait avoir joué à des jeux de simulation d'accouchement dans sa vie précédente car il ne sait pas quoi faire. Mais heureusement, Krina arrive avec ses parents Mathilda et Gerda à ce moment-là. Mathilda prend immédiatement les choses en main et chasse les hommes de la maison. Après une longue nuit de travail, les hommes se réveillent au son d'un bébé qui pleure et ils courent à l'intérieur pour découvrir qu'Alan a maintenant un petit frère. Derja demande à Roden de le nommer et il choisit le nom de Mash. Tout le monde est heureux à ce sujet. Mais ensuite, Derja réalise que son mari a nommé le garçon d'après un monstre. Il devient nerveux à ce sujet, mais Derja commence à rire, détendant l'atmosphère. Alan se sent étrange et pense que dans sa vie précédente, il était un loser, sans emploi et sans femme, et dans cette vie, il veut finir ce jeu et devenir le joueur le plus fort de ce monde. Il apprécie aussi l'aspect familial et espère d'une manière ou d'une autre sortir toute sa famille de la servitude. Quelques années plus tard, Roden emmène Alan au village voisin avec lui et le jeune Alan est curieux à propos de la cérémonie d'évaluation à laquelle il se dirige. Roden lui explique que la cérémonie d'évaluation est un événement spécial auquel tout le monde participe, des serfs de rang le plus bas aux nobles de rang le plus élevé, dès qu'ils ont 5 ans. Si quelqu'un a un bon talent, il peut s'élever au-dessus de sa classe sociale. Mais il y a une énorme compétition pour cela. Alan est curieux de la dernière déclaration, alors Roden lui explique que comme ils n'ont pas internet, les gens font d'autres activités amusantes pour lutter contre l'ennui. Et comme ils n'ont pas encore inventé le contrôle des naissances, ces activités mènent à beaucoup de bébés. Beaucoup d'enfants auront 5 ans cette année, y compris Alan et sa meilleure amie Krina, qui va aussi au village avec son père. Ils arrivent bientôt dans le grand village où vivent les villageois, et Krina veut se réveiller en tant que guerrière pour devenir chevalière. Pendant ce temps, l'attention d'Alan est complètement prise par le village, qui est bien plus prospère que le leur. Il remarque que les villageois sont propres et bien soignés, et comparé à eux, les serfs ressemblent à une bande de junkies sans abri. Il est surpris qu'ils laissent les serfs et les villageois aller ensemble à la cérémonie d'évaluation, mais il voit clairement que personne dans ce village n'aime les serfs. Bientôt, ils arrivent à l'église où les prêtres accueillent les enfants et leurs parents, disant que les dieux donnent une chance égale aux enfants lorsqu'ils viennent dans ce monde. Ils commencent à parler des héros légendaires de leur pays qui sont des serfs. Et maintenant, Alan réalise enfin comment les classes sociales et les classes de personnages de ce jeu sont liées. Sur ce, les prêtres font entrer tout le monde et s'arrêtent devant l'autel. Alan remarque la statue du dieu de la création, Elmia, qui lui a envoyé une lettre l'autre jour. Les prêtres font ensuite avancer le chef du village avec son fils pour commencer la cérémonie d'évaluation. Il demande au garçon de poser sa main sur la boule de cristal, et ses statistiques seront affichées sur la pierre noire derrière eux. Le blond à la coupe au bol s'avance nerveusement et pose sa main devant la boule de cristal, et la pierre noire affiche toutes ses statistiques comme Alan le voit dans son grimoire. Le garçon à la coupe au bol a des statistiques en dessous de la moyenne sauf en intelligence et en chance, et il a le talent d'être marchand. Papa coupe au bol est ravi d'apprendre que son fils a un talent, et Alan ne comprend pas tout ce bruit. Son grimoire s'ouvre pour lui dire que tout le monde n'a pas de talent. Et il réalise que le fait d'avoir un talent est en soi une grande réussite. Il se sent chanceux que personne d'autre ne puisse voir son grimoire. Et il félicite les développeurs pour cette fonctionnalité. Peu après, d'autres enfants commencent à être évalués. Un enfant malchanceux n'a pas de talent, mais son père l'étreint quand même. Contrairement à mon père qui m'a renié quand j'ai échoué à un test, le garçon suivant a le talent d'être utilisateur de hache et il est le premier enfant de la journée à avoir ses statistiques révélées. Tous les enfants sont évalués ensuite et à la fin, il ne reste que Krina et Alan. Les prêtres appliquent la règle de la priorité aux dames et appellent Krina. Elle court excitément vers la boule de cristal, et dès qu'elle pose sa main devant, une lumière aveuglante s'en échappe. Ses statistiques s'affichent sur le monument de pierre, et les prêtres sont laissés bouche bée car Krina a le talent d'être une seigneur des épées, avec une puissance d'attaque de rang S. Son père est ravi à l'idée que sa fille va sortir sa famille de la servitude pour de bon, et Alan pense que cela explique pourquoi elle est si incroyablement forte. Enfin, c'est son tour d'être évalué, et la boule de cristal brille très faiblement une fois, avant de s'éteindre puis d'exploser dans une lumière encore plus brillante que celle de Krina. Alan est excité, pensant que ses parents sauront à quel point il est génial maintenant. Mais son père se tourne vers les prêtres, car il ne sait pas lire. Les prêtres lui annoncent tristement que son fils n'a pas de talent, et Alan appelle ça de l'IA. Il court vers le monument de pierre, et découvre que toutes ses statistiques sont classées E, et que son talent n'est qu'un code CAPTCHA ou quelque chose comme ça. Alan commence à traiter les développeurs d'incapables pour avoir fait des erreurs de frappe dans quelque chose d'aussi important. Mais il sent ensuite les mains douces de son père sur ses épaules,
lui disant qu'il devrait rentrer chez eux. Ses parents acceptent le fait que leur fils n'ait pas de talent et lui disent que ce n'est pas grave car ils seront toujours fiers de lui. Alan se sent heureux d'être né dans une famille si aimante, même s'ils sont trop pauvres. Plus tard dans la nuit, il commence à penser que ses statistiques doivent être bloquées au rang E parce qu'il a choisi le mode de difficulté L. Alors que d'autres perdraient espoir, Alan se sent plus motivé car il a toujours voulu jouer à un jeu qui le ferait pleurer à cause de son niveau de difficulté. Cependant, il n'en a toujours pas fini avec le bug de texte dans sa colonne de talent et décide d'écrire des critiques négatives pour les développeurs. Le lendemain, Alan se rend chez Krina avec ses parents et remarque que son père a l'air irrité sans raison. Même lors de la fête organisée par les parents de Krina, il continue à faire la tête et à bouder. Et Gerda semble également irrité par lui. Ils commencent à être passif-agressifs l'un envers l'autre, et Rodin demande à Gerda de cesser de se comporter de manière immature et de célébrer le talent exceptionnel de sa fille. Gerda lui rétorque qu'elle n'ose pas dire ça après avoir déclaré qu'il allait couper les liens entre leurs familles. Tout le monde est choqué, et Rodin explique que Krina a un talent extraordinaire qui pourra en faire une noble un jour. Il dit à Jirta d'arrêter de traîner avec des paysans pauvres et de se lier avec la haute société. Alan comprend que son père tente de rendre service à son ami sans qu'il le demande. Les deux hommes commencent à se battre concernant la décision égoïste de Rodin, et Alan craint que la situation ne s'aggrave. Il demande à Krina de leur dire d'arrêter, mais elle sort son épée en bois. Heureusement, elle n'en a pas besoin car leurs mères prennent le contrôle de la situation et sèment le calme. Alan demande à Mathilda si Rodin et Gerda se disputent toujours de cette manière, et elle dit qu'avant, ils se comportaient comme Goku et Vegeta, mais qu'ils se sont calmés en devenant pères. Mathilda et Ja lui expliquent qu'ils sont tous quatre amis d'enfance d'un même village. En entendant qu'un nouveau village se formait, ils ont proposé de l'habiter. Ils sont venus ici ensemble et ont décidé de commencer leur nouvelle vie près les uns des autres, construisant même leur maison en même temps. Parler du passé aide Rodin et Gerda à oublier leur querelle, et ils décident de déguster un bon alcool. Le lendemain, alors que Gerda travaille avec les villageois, quelqu'un vient lui dire que les chevaliers sont là pour voir Krina. Il se précipite alors chez lui et découvre que beaucoup de gens se sont rassemblés dans le village des communs, y compris le garçon à la hache. Il s'en prend à Alan sans raison et dit que les losers sans talent ne devraient pas être là. Krina défend Alan, affirmant qu'il est là parce qu'il est vraiment fort. Le garçon refuse de la croire et commence à pointer du doigt. Krina manque de lui mordre le doigt, mais son père la retient avant qu'elle ne fasse un scandale. Juste à ce moment-là, le chef du village demande à tout le monde de se tenir tranquille, car les chevaliers sont là. Tout le monde fait de la place pour les chevaliers, menés par Daddy Xenov, qui est maître d'épée. Krina est vraiment excitée de rencontrer de vrais chevaliers, et avant de lui parler, Xenov fait venir le chef du village. Après quelques banalités, Daddy Ballcut appelle Krina et Jirta, qui courent pour voir les chevaliers. Alan se rappelle comment ils ont commencé à jouer les chevaliers il y a 3 ans, et maintenant Krina pourrait être emmenée pour devenir une vraie chevalière. Il commence déjà à ressentir la nostalgie douce amère de dire adieu à son seul ami, mais les choses prennent soudain un tournant négatif lorsque Jirta s'oppose à ce que le capitaine chevalier a dit. Il dit que Krina n'a que 5 ans et n'a jamais touché une vraie épée auparavant, donc elle n'aurait aucune chance de réussir le test qu'il propose. Cependant, Daddy Xenov dit qu'étant donné que la fille est une maîtresse d'épée, il est naturel qu'elle remporte le combat. Il accuse même Gerda de mentir sur le fait que sa fille est une maîtresse d'épée pour tromper les nobles, et alors que Gerda essaie d'expliquer que ce n'est pas le cas, le capitaine chevalier ordonne à son adjoint de préparer le défi. Jirta implore qu'il s'arrête, mais Xenov dit que mentir sur les tests d'évaluation est un crime passible de mort. Ils doivent vérifier si Krina a réellement le talent d'une maîtresse d'épée. C'est pourquoi ils vont organiser un duel d'escrime, choquant tous ceux qui entendent cette nouvelle. Jirta supplie pour la clémence, disant que sa fille n'est pas prête pour un vrai duel. Mais Xenov déclare que si elle ne peut pas prouver son talent lors du duel, toute sa famille fera un voyage en famille vers l'au-delà. Alan pense que c'est vraiment injuste et que les chevaliers ont perdu la raison, mais à ce moment-là, Prina voit un chevalier lui apporter une épée et elle est fascinée. Dès qu'elle apprend qu'elle peut utiliser l'épée, elle dit immédiatement à son père qu'elle participera au duel. Jirta n'arrive pas à croire ses mots, mais il n'a d'autre choix que de la laisser se battre. Bientôt, tout le monde se regroupe pour observer le duel entre Krina, la jeune maîtresse d'épée, et le vice-capitaine chevalier, dont le talent est d'être utilisateur de lance. Krina se lance avec empressement sur le vice-capitaine, brandissant une épée aussi haute qu'elle. Elle est heureuse d'échanger des coups avec le vice-capitaine, qui part ses attaques avec un air impassible. Tout le monde est choqué de voir Krina manier l'épée ainsi, mais Alan pense que c'est naturel pour elle après 3 ans d'entraînement quotidien à ses côtés. Cependant, il craint qu'elle n'ait pas assez de compétences et d'expérience pour se mesurer à un vrai chevalier.
Juste en disant cela, le vice-capitaine Lael fait son premier mouvement offensif et repousse Krina. Elle se précipite immédiatement pour une contre-attaque, ce qui contraint Lael à se mettre sur ses gardes, et il la pousse instinctivement contre un mur au lieu de faire face à son épée. Jirta s'énerve en voyant sa fille frapper, mais les chevaliers le maîtrisent avant qu'il ait le temps de s'en prendre à Lael. Alan et son père sont également retenus par les chevaliers, et ils pensent que même si Krina est une déesse de l'épée, se battre contre des adultes est trop pour elle. Krina tombe au sol après le coup, mais soudain, elle se lève et une aura bleue l'entoure. Lael panique, réalisant que Krina vient d'activer une compétence supplémentaire, et elle se précipite vers lui, sans aucune pensée derrière ses yeux froids. Elle commence à repousser le vice-capitaine avec son attaque implacable et Alan est impressionné par ses capacités. Lael n'a pas de réponse à ses attaques, puis elle brise son épée d'un coup puissant. Xenov déclare immédiatement que le duel est terminé, et Krina est déçue que le combat ait été si court. Elle remercie Lil de s'être battue avec elle, et dit qu'il est plutôt fort pour un vieil homme, ce qui lui fait mal, car il n'a que 24 ans. Il admet sa défaite, et tout le village applaudit la fille qui vient de battre le vice-capitaine des chevaliers. Gerda est soulagé que Krina soit en sécurité, et il est aussi incroyablement fier d'elle. Rodin et Alan partagent le sentiment, puis Xenov s'avance pour féliciter le talent de Krina. Gerda ne veut pas lui parler, mais le capitaine de nuit s'excuse pour son comportement grossier et demande à parler de l'avenir de Krina. Gerda est toujours en colère et méfiant, mais Xenov lui dit d'amener ses amis pour le soutien moral. Eh bien Gerda accepte l'offre et tout le monde se rassemble autour de la table à manger dans la maison du chef du village. Le garçon utilisateur de hache et son père sont aussi là, et Alan pense qu'il ne veut pas se perdre dans la poussière du seigneur des épées. Xenov commence à parler, et dit qu'il est heureux qu'un seigneur de l'épée soit né dans ce village. Mais Gerda est toujours en colère contre lui. Cependant, il oublie toute sa colère lorsque Xenov dit au chef que leur village s'appellera désormais Krina Village en l'honneur de la jeune seigneur de l'épée. Le capitaine des chevaliers continue alors son monologue, disant qu'il y a 3 ans, un fils de baron a été trouvé être un seigneur de l'épée. Il a été engagé pour servir le roi mais semblait faible. Ils l'ont donc réévalué et ont trouvé que son talent était celui d'un épéiste normal. Ils ont également découvert que beaucoup de nobles avaient menti sur leur talent, ce qui a conduit à la politique de tester les talents à enjeu élevé de manière approfondie. Il s'excuse encore une fois auprès de Jirta pour avoir soumis sa fille à une épreuve, et maintenant Jirta comprend les raisons de cela. Il décide donc de laisser tomber. Xenov lui demande de continuer à élever Krina comme il l'a fait jusqu'à présent, et lorsqu'elle aura 12 ans, elle pourra rejoindre l'académie et devenir une chevalière servant directement le roi. L'utilisateur de hache d'Agora demande à Xenov s'il peut aussi devenir un chevalier s'il rejoint l'académie. Et son père commence immédiatement à expliquer comment son fils est un utilisateur de hache et qu'il veut aussi devenir chevalier. Xenov affirme et dit qu'un tuteur sera bientôt envoyé dans ce village, et dit au garçon de travailler dur pour rejoindre l'académie. Alan observe tout le monde tout en volant des fruits sur la table. Quand Krina dit qu'ils iront à l'académie ensemble, Dogora répond immédiatement que les enfants idiots et sans talent n'iront pas à l'académie, alors Krina commence à se battre avec lui à nouveau. Xenov est curieux au sujet du garçon maintenant, alors Gerda lui présente lui et Rodin. Le vieux chevalier se lève immédiatement pour rendre hommage à Rodin, le tueur de sangliers, mais Rodin est surpris qu'un capitaine de chevaliers connaisse son nom. Xenov explique que le baron de cette région adore la viande de sanglier qu'ils lui fournissent en hiver. Et il a aussi entendu des histoires sur Rodin, qui est le MVP de leur chasse. Il le fait louer au nom du baron, et Alan réalise que son père est vraiment génial. Il rentre après ça, et Rodin dit à Alan que même les cerfs ordinaires comme lui peuvent être reconnus s'ils travaillent dur. Il dit à Alan d'être fier et de travailler dur parce qu'il a ses gènes. Alan sort joyeusement les fruits qu'il a volés pour les montrer à son père. Et il s'avère qu'il a vraiment ses jeans, car Rodin a aussi volé quelques-uns. Peu de temps après, Alan commence à crier comme sa saucisse était coincée dans sa fermeture, ce qui n'est pas possible car les fermetures n'ont pas encore été inventées dans son monde. Au lieu de cela, la raison de ses cris excités est qu'il a enfin monté de niveau après des années de travail acharné. Toutes ses compétences existantes ont augmenté. Et en plus de cela, il a reçu une nouvelle compétence appelée Améliorer. Alan se demande s'il peut utiliser cette nouvelle compétence pour rendre ses invocations encore plus fortes. Et à ce sujet, il remarque qu'il peut désormais créer et invoquer des créatures de rang F. Il s'y attendait déjà et se demande quel genre de nouvelles créatures il peut créer en fusionnant celles déjà existantes. Il entre dans le pays de Dululu et commence à souhaiter invoquer un dragon à son niveau pitoyable, puis commence à vérifier les autres améliorations. Il découvre que son grimoire peut désormais contenir jusqu'à 30 cartes de créatures, ce qui lui donne une augmentation de 50% de ses statistiques qu'il peut obtenir en invoquant les créatures.
Bien qu'il réalise qu'il progresse assez lentement parce que cela fait 2 ans depuis la dernière montée de niveau, il ne pense pas trop au cratère qu'il a laissé dans l'arbre en y lançant des rochers tous les jours. D'un autre côté, sa mère est encore une fois enceinte, et Alan aide maintenant autour des tâches ménagères. Ses parents se demandent s'il s'agira d'un garçon ou d'une fille cette fois, et Sia espère que ce sera une fille pour pouvoir la nommer. Juste à ce moment, Alan voit que son mana est à nouveau plein et ouvre son grimoire pour trouver une autre lettre de l'esprit de création Elmia. Il prononce le nom du dieu à haute voix, ce qui lui vaut une réprimande de son père, qui lui dit de ne pas utiliser le nom du dieu en vain. Alan ne veut pas entendre son discours complet, alors il distrait tout le monde en disant que la vieille cicatrice sur le bras de Rodin a disparu. Rodin lui dit que c'est parce qu'il a passé l'épreuve des dieux pendant la chasse au sanglier plus tôt. Alan est curieux de cela, et Rodin lui explique que l'épreuve des dieux est un événement spécial qui se produit parfois lors des chasses. Ils ressentent une soudaine montée d'énergie et leurs blessures sont complètement guéries. Alan réalise que ce que son père vient de décrire est le processus de montée en niveau, et que les PNJ de ce monde l'appellent l'épreuve des dieux. Il pense que son père doit être à un niveau assez élevé car c'est un chasseur de sangliers vétéran, alors que lui est encore bloqué au niveau 1. Bien que sa compétence d'invocation ait monté de 2 niveaux, Alan sait qu'il lui faut chasser des monstres pour progresser. Mais le problème, c'est que sauf pour chasser, les cerfs ne peuvent pas quitter leur village sans permission. Il décide donc de suggérer doucement son idée en disant qu'il serait tellement agréable d'aller chasser. Roden, cependant, le remet immédiatement à sa place en disant que la chasse est une activité dangereuse et que les enfants ne doivent pas s'approcher des forêts. Eh bien, Alan est déçu par cela. Mais plus tard dans la nuit, il décide de vérifier ce que contient la lettre que les développeurs lui ont envoyée. Comme il s'y attendait, les développeurs ont corrigé le bug du texte où sa classe d'invocateur n'était pas affichée au monument noir lors de la cérémonie d'évaluation. Non seulement cela, mais les développeurs ont aussi officiellement envoyé un oracle divin au pape afin qu'il soit informé de la nouvelle classe de métier, et à présent, cela sera affiché correctement à l'avenir. En plus, ils ont aussi réglé le problème où toutes les compétences d'Alan étaient bloquées à eux, car la méthode normale utilise le taux de croissance pour calculer le potentiel. Les développeurs lui ont envoyé une page d'affichage de potentiel spécial qui ne dépend pas de la vitesse de croissance. Et Alan vérifie pour découvrir qu'il a des statistiques assez élevées sur tous les fronts, sauf pour l'attaque et l'endurance. Il a un rang S en mana et en intelligence, ce qui a du sens pour un invocateur. Mais comme il a choisi le mode enfer, atteindre son potentiel serait presque impossible. Cependant, Alan n'a jamais peur de s'entraîner et il décide immédiatement d'essayer sa compétence d'enchantement sur un monstre sauterelle. Il découvre que la compétence augmente les statistiques de sa créature invoquée, mais n'a aucun effet sur ses propres statistiques. Il invoque ensuite la sauterelle améliorée qui brille d'or pendant une seconde, mais juste après, sa mère arrive et l'écrase sous ses pieds. Le lendemain, Roden part à la chasse et Alan termine les tâches ménagères avant de se lancer dans ses expérimentations. Il essaye toutes les combinaisons de créatures existantes pour en créer de nouvelles, mais il ne réussit que lorsqu'il fusionne des insectes avec des oiseaux. Le résultat est une créature de type herbe, d'une façon ou d'une autre, et cette logique est encore plus stupide que Goku et Luffy réunis. Quoi qu'il en soit, Alan est impatient de voir quel buff la créature type herbe lui donnera, et il est super heureux de découvrir que cela augmente sa capacité de mana, lui permettant de faire encore plus d'invocations et de fusions. Alan est excité car cela peut l'aider à progresser beaucoup plus vite, et il invoque immédiatement la créature qui ressemble à une pomme avec des bâtons pour bras et jambes. Alan réalise que cette pomme vivante n'est pas faite pour le combat non plus, et vérifie que sa capacité spéciale s'appelle Arôme. Il ordonne à la pomme d'utiliser son pouvoir, et elle s'enfonce soudainement dans le sol avant de faire pousser un jeune arbre très odorant. Alan pense que c'est une capacité plutôt nulle, mais sa mère semble adorer l'arôme, alors il décide de laisser le jeune arbre là. Plus tard, Krina vient à nouveau pour s'entraîner avec Alan, et bien qu'il se fasse généralement battre, elle remarque qu'il s'est un peu amélioré. Alan sait que c'est à cause de sa compétence de maîtrise de l'épée qui a atteint le niveau 3 après avoir pratiqué avec Krina tous les jours. De plus, il a maintenant plus de statistiques grâce à ses créatures invoquées. Après qu'elle soit partie, Alan commence à jeter des pierres contre l'arbre dans son jardin, se sentant mentalement épuisé car il n'a pas encore monté de niveau. Il doit aussi s'occuper de son jeune frère Mash et aider aux tâches ménagères puisque sa mère est occupée à créer plus de travailleurs pour le village et il ne pense pas que son entraînement en jet de pierre en vaille la peine. Il a aussi créé un petit coin rempli de jeunes pommiers car leur douce odeur réduit le temps de récupération de mana de 6 heures. Plus tard dans la nuit, Alan et les autres attendent avec impatience le retour de Roden à la maison, inquiets car ils n'étaient pas censés rentrer tôt ce soir. Soudain, ils entendent un tumulte à l'extérieur et voient les villageois porter un Roden blessé sur une planche en bois.
Alan et Theresia courent dehors pour aider les villageois à amener Rodin dans la maison, qui est gravement blessé avec une énorme plaie à l'estomac. Gerda explique que Rodin a reçu une dent de sanglier en plein ventre. Et s'il n'avait pas eu une herbe médicinale rare, il serait mort avant de rentrer. Theresia demande comment il a pu avoir l'herbe médicinale et Jirta répond que le capitaine de nuit lui a donné des pièces en guise d'excuse pour son comportement envers Krina et il les a utilisées pour acheter les herbes. D'autres villageois se joignent soudain à la conversation, disant que c'est la faute des roturiers si Rodin a été blessé et ils sont prêts à résoudre le problème à leur manière. Juste alors, Mash arrive, entendant le tumulte et commence à pleurer, alors Alan le ramène à l'intérieur pour qu'il dorme. Gerda dit aux villageois de se reposer et d'éviter les combats, tandis qu'il reste pour veiller sur son meilleur ami. Alan s'approche et demande timidement si un roturier est vraiment responsable de la blessure de son père, et Gerda confirme. Il explique que quelques jours auparavant, le chef du village leur avait demandé de laisser les roturiers participer à la chasse aux sangliers, car la viande est précieuse. Les roturiers ne peuvent obtenir cette viande qu'en échangeant des biens essentiels, et ils ne s'engagent jamais dans les chasses car ils savent qu'ils ne peuvent pas gérer un monstre géant. Mais cette fois, les choses étaient différentes, car après que le capitaine des chevaliers a loué Rodin comme un héros, il pensait que les roturiers seraient en sécurité. Jirta dit qu'aucun d'eux, ni Rodin, n'était en faveur d'une telle décision, mais ils ne pouvaient pas refuser l'ordre du chef. Pour aggraver les choses, de nombreux roturiers ne prenaient pas l'entraînement au sérieux, ne voulant pas apprendre de cerfs de classe inférieure. Puis, le jour de la chasse, ils ont demandé aux roturiers de distraire le sanglier. Mais ils n'avaient pas le cran de le faire et ont fini par laisser tomber leurs armes et fuir. L'un d'eux était un idiot maladroit qui est tombé, et Rodin a pris un croc de sanglier dans le ventre en le défendant. Ils ont réussi à vaincre le grand sanglier et à sauver Rodin grâce à une herbe médicinale. Gerda dit à Alan et Nirja qu'il apportera la part de viande de Rodin le lendemain. Le lendemain matin, Alan se réveille et voit sa mère s'occuper de son père. Il lui dit qu'il va prendre le relais, mais elle répond qu'elle va bien. Juste à ce moment-là, Rodin se réveille en sursaut, pensant encore être en pleine chasse. Sa famille est soulagée de le voir revenir à lui. Pendant ce moment d'émotion, Alan réalise qu'il n'a pas utilisé son temps à bon escient jusqu'à présent. Il s'était concentré uniquement sur le fait de devenir plus fort. Mais cela n'avait pas de but. Il comprend maintenant que ce monde n'est pas un jeu pour ceux qui y vivent, y compris sa famille. Les habitants de ce monde sont réels, et sa famille l'est tout autant. Alan décide qu'il doit utiliser son pouvoir pour protéger sa famille, surtout parce que son père ne pourra pas bouger pendant un moment. Juste à ce moment-là, Gerda arrive avec la part de Rodin de la chasse, et il est heureux de le voir à nouveau sur pied. Gerda dit à Rodin de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur sa guérison. Tout à coup, Alan prend la parole pour demander la permission de son père de prendre en charge ses tâches pour aider sa famille. Il commence à travailler le jour même, en commençant par puiser de l'eau d'un puits, puis en portant des seaux lourds, même un adulte aurait du mal. Tout le monde est choqué de voir à quel point Alan semble différent. Mais il a décidé de ne rien retenir. Il a maximisé sa force physique grâce à ses invocations, car cela lui permettra d'aider sa famille au mieux. Et il ne craint pas l'attention que cela pourrait lui apporter, car ils ont déjà Krina pour distraire le monde extérieur. Après avoir livré de l'eau chez lui, il se rend au champ pour apprendre à récolter des pommes de terre avec Gerda. Gerda lui dit d'utiliser ses deux mains pour déterrer les pommes de terre. Mais Alan commence à exhiber sa force en sortant une pleine poignée d'une seule main. Il affirme qu'il tient cette force de son père et travaille dur dans le champ, récoltant toutes les pommes de terre en une journée. Plus tard, il fixe les pommes de terre récoltées, pensant à quel point c'est injuste que le baron puisse s'approprier plus de la moitié des pommes de terre cultivées par les serfs. Juste à ce moment-là, il entend des invités approcher de leur maison. Et il s'agit du chef du village ainsi que de l'idiot responsable de la blessure de Rodin. Le chef apporte des fruits en cadeau, et l'homme s'excuse d'avoir causé des problèmes à Rodin. Rodin réagit avec bienveillance et dit à l'homme d'être plus prudent s'il veut continuer à chasser, mais Dersha n'est pas si prête à pardonner. Elle lui dit que tout le monde a une famille à retrouver, peu importe leur classe sociale, et il ne doit pas traiter la vie de quelqu'un avec légèreté. Les autres serfs arrivent alors pour voir comment va Rodin, et Dersha lâche sa colère en voyant leurs bêtises. Le lendemain, Alan s'aventure seul dans un champ de gazon sauvage et crée une vaste zone pour son ingénieux plan d'aider sa famille à survivre l'hiver. Il convoque les grenouilles de son inventaire et protège son visage avec ses mains alors que les grenouilles lui sautent dessus avant d'atterrir au sol. Ensuite, Alan installe quelques pièges de niveau débutant et dit aux grenouilles d'utiliser leurs compétences de provocation, espérant attirer des oiseaux sauvages. Cependant, quand rien ne vient après un moment d'attente, ils décident d'abandonner. Juste à ce moment-là, ils voient un oiseau venir vers eux et se préparent à l'attraper. Mais ils réalisent que ce n'est pas un oiseau ordinaire mais un monstre de rang B appelé Héron Salba.
Le monstre détruit les pièges sans réfléchir et bat les grenouilles une par une. Alan réalise qu'il ne peut pas rivaliser avec un monstre de rang B et commence à fuir, mais sa fenêtre de statut apparaît devant lui. Il pense qu'en poussant ses statistiques physiques à fond, il pourra vaincre ce monstre. Il décide donc de riposter et lance une pierre à la tête du monstre avant de charger et de le frapper avec son épée. Le monstre riposte, mais Alan convoque une meute de chiens qui mordent le monstre et le tiennent occupé. Cependant, cela ne dure pas longtemps, car le monstre oiseau les défait rapidement, et Alan retourne au combat avec son épée. Le monstre le frappe à nouveau, et il subit plus de dégâts, car il a perdu plusieurs buffs après la défaite de ses invocations. Il se sent trop faible pour se relever quand le monstre oiseau l'attaque à nouveau. Alan parvient à bloquer son attaque avec son épée, mais il redoute que ce soit la fin pour lui. Il se demande comment il peut survivre à l'attaque du monstre lorsqu'il a soudain une idée qu'il n'a jamais testée auparavant. Il invoque les derniers insectes qu'il a créés et les lâche sur le monstre oiseau. Les monstres chenilles commencent à aspirer l'énergie de l'Albaeron et ce dernier interrompt son attaque, faisant réaliser à Alan que leur capacité est effectivement utile au combat. Il s'échappe de sous le monstre oiseau et décide de l'affaiblir en l'attaquant sans relâche afin d'éviter d'être tué après avoir perdu tous ses buffs. Il convoque une autre meute de chiens pour attaquer l'oiseau avec les insectes et il le submerge complètement. Alan profite de cette occasion pour porter un coup fatal à sa tête et pendant un instant, le monde devient noir et blanc. La seconde d'après, le monstre tombe raide mort et le grimoire d'Alan apparaît devant lui, lui indiquant qu'il a vaincu l'Albaeron et obtenu 100 points d'expérience. Alan pousse un cri de victoire et se sent au sommet du monde après avoir vaincu son premier monstre. Bientôt, il arrive chez lui, traînant sa précieuse proie avec lui, et sa famille et ses amis sont stupéfaits de le voir avec un monstre de rang D. Dergia lui demande comment il a réussi à le battre, et Alan fait l'understatement du mois en disant qu'il a vu le monstre atterrir près de lui, puis il l'a pris par surprise et l'a terminé. Krina est vraiment impressionnée par l'exploit incroyable d'Alan, mais Mash est terrifiée par le monstre mort. Roten remarque une coupure sur le visage d'Alan et lui demande s'il est blessé ailleurs, et il répond qu'il va bien et même que la blessure sur son visage commence à cicatriser. Gerda examine le cadavre du monstre et remarque les marques de morsure laissées par les chiens. Il demande à Alan s'il a aussi mordu le monstre, pour s'assurer que son histoire reste cohérente. Il dit qu'il se battait sur le pur instinct, donc il ne se souvient pas comment cela s'est passé. Gerda ne sait pas s'il doit rire à l'image qui se forme dans sa tête ou avoir peur de la sauvagerie d'Alan. Alors il décide de traiter le monstre à la place. En se retournant pour parler des détails avec Roden, Alan remarque une grosse bosse sur la tête de Gerda et il est sûr qu'il l'a eue de sa femme ou en s'entraînant au combat à l'épée avec Krina. En riant tout seul, Gerda lui demande de l'aide et il pend l'Albaeron à l'envers pour que son sang s'écoule. Gerda dit à Alan qu'un Albaeron pèse environ 60 kg, dont 40 kg de sang et d'os, donc ils n'obtiennent pas beaucoup de viande, mais ses plumes se vendent plutôt bien. Alan est reconnaissant que Gerda lui enseigne tout cela, mais son enthousiasme disparaît lorsqu'ils réalisent qu'ils doivent en donner 60% au seigneur. Alan trouve cela injuste, et Gerda lui dit que de bons nobles ignorent les petits monstres de rang E comme les lapins cornus, mais ils ne laisseront pas les cerfs garder un monstre de rang D pour eux. Soudain, Gerda découpe le monstre pour extraire sa pierre magique et dit qu'elle est aussi soumise au système de taxes, mais qu'elle est inutile pour des villageois comme eux de toute façon. Gerda a une idée, et il dit que si Roden n'était pas blessé à cause de la faute d'un commun, Alan ne serait pas tombé sur l'Albaeron, et ils peuvent utiliser cela pour faire culpabiliser le chef de village et obtenir une part plus importante. Alan réalise que le meilleur ami de son père n'est pas qu'un gros muscle, et qu'il a aussi ses propres idées sur la question. Peu après, Gerda et Alan se rendent chez le chef, qui est très heureux de voir le cadavre de l'Albaeron, et Gerda lui dit qu'ils sont prêts à remettre les plumes comme un pot et à garder le reste du cadavre du monstre pour eux. Le chef n'aime pas cette idée et dit que le seigneur a demandé encore plus de viande cette année, donc il est aussi contraint. Gerda dit qu'ils lui donneront la pierre magique aussi, et le chef n'est toujours pas satisfait. C'est le signal de Gerda pour lui faire culpabiliser, et il commence à dire que si leur héros de village, Roden, n'était pas blessé, il ne serait pas dans une situation aussi délicate. Il dit que la famille de Roden va mourir de faim pendant l'hiver avec lui alité, et Alan commence à agir comme s'il allait s'évanouir de faim. Heureusement, le chef de village est facile à manipuler, et il accepte l'accord. Alan le remercie et demande s'ils peuvent aussi garder la viande des Albaïrons qu'ils chasseront à l'avenir. Il sait que cela va être délicat, et Gerda lui dit bruyamment de ne pas être trop excité car il ne va pas avoir la chance de chasser un autre monstre de rang D de sitôt. Le chef y croit et en rit, disant que s'ils sont assez chanceux pour chasser un Albaïron, ils peuvent garder sa viande.
Alan et Gerda sont contents que leur plan ait été un succès total. Et peu après, Alan met en place un autre piège pour chasser un albaïron. Le piège fonctionne à merveille comme la dernière fois. Et cette fois, 2 monstres descendent en piqué pour attaquer les grenouilles. Alan est plus sage après la première bataille et il rappelle immédiatement les grenouilles pour ne pas perdre de stats. Il envoie ensuite les insectes pour aspirer l'énergie du monstre, puis les frappe à la tête avec une pierre pour déséquilibrer. Après ça, il envoie ses chiens les mordre, puis termine avec un coup à la tête avec son épée en bois. Après avoir vaincu les 2 monstres, il rappelle ses invocations et est fier de lui car, après avoir chassé plein de monstres, c'est la première fois qu'il n'en a pas perdu. Soudain, son grimoire apparaît et lui annonce qu'il a enfin gagné 1000 points d'expérience et atteint le niveau 2. Alan est fou de joie d'entendre ça et vérifie immédiatement ses stats qui montrent sa vie et son mana totalement rétabli. Et tous ses stats ont aussi beaucoup augmenté. Il serre son grimoire dans ses bras, ça fait 6 ans qu'il est dans ce monde et il a enfin monté de niveau. Il décide aussi de partager son petit secret avec sa famille et ramène les Alba Hérons chez lui. Roden est choqué de voir qu'Alan en a vaincu 2 cette fois, mais il ne dit rien. Juste après, Alan va s'entraîner à l'épée avec Krina, et il est beaucoup plus rapide maintenant. Il peut esquiver ses attaques de manière constante. Mais il est préoccupé par le fait qu'il a assez de viande pour l'hiver, et il lui faut maintenant du bois de chauffage. Il pense que s'il chasse 20 autres Alba Hérons, il peut atteindre le niveau 3, mais cela semble impossible cet hiver. Il est si distrait par ses pensées que Krina se faufile derrière lui, et réussit à lui donner un coup sur la tête, maintenant ainsi sa série de victoires. Plus tard dans la nuit, Alan parle à ses parents, leur demandant de se préparer à une montagne russe émotionnelle. Il raconte qu'à 1 an, il a eu un oracle de Dieu Elmia, qui lui a dit qu'il lui donnerait pouvoir et sagesse. Il leur explique que c'est pourquoi il est plus fort et plus intelligent que la moyenne. Mais le dieu de la création lui a aussi donné un grand handicap, disant qu'il ferait face à des défis que 100 personnes ne pourraient pas surmonter ensemble, et qu'il devait utiliser sa force et sa sagesse pour les affronter. Derja est choqué d'entendre cela et commence à demander à Dieu comment il a pu donner à son enfant une épreuve si difficile. Rodin, quant à lui, remarque qu'Alan a dû passer une épreuve aujourd'hui car la blessure sur son visage a guéri. Alan s'en rend alors compte et Rodin lui dit qu'il sait ce que c'est que de surmonter les épreuves de Dieu. Soudain, Durja demande pourquoi Alan n'avait aucun talent lors de la cérémonie d'évaluation. Et il explique qu'il a eu un autre oracle d'Elmia à ce sujet. Rodin lui rappelle de prendre le nom de Dieu avec respect, et Alan s'excuse avant de continuer. Il dit que sa classe de métier était trop récente pour être affichée lors de la cérémonie d'évaluation, et que ses stats étaient basses parce que la méthode normale dépend de son taux de croissance, qui est ralenti à cause de son handicap. Ses parents sont curieux au sujet de son talent maintenant, mais Alan ne peut pas leur parler de sa capacité d'invocateur car cela pourrait leur faire peur qu'il puisse contrôler des monstres dangereux. Il dit qu'il ne sait pas quel est son talent, et cache aussi qu'il a été réincarné depuis un autre monde. Là, Sia l'enlace soudainement, demandant pourquoi il ne leur a pas dit plus tôt, car elle pensait qu'il était fou quand il lançait des pierres contre l'arbre chaque jour. Mais il s'entraînait juste pour surmonter les épreuves des dieux. Roden lui demande ce qu'il veut faire ensuite, et Alan lui dit qu'il compte affronter les épreuves de front. Roden pense que c'est une bonne idée, et lui dit d'être courageux et d'affronter les défis que Dieu Elmia a préparés pour lui. Et s'il est bloqué quelque part, il pourra toujours leur demander de l'aide. Il dit aussi à Alan de garder cela secret car les choses pourraient devenir compliquées s'il est accusé de mentir sur un oracle. Cependant, Rodin veut en parler à Gerda et se vanter que son fils a eu un oracle du dieu créateur lui-même. Et ça bat certainement Krina, qui est une maîtresse d'épée. Peu après, Alan a chassé une tonne d'Alba Hurom et il les emmène au marché avec Gerda, qui prévoit de lui enseigner tout sur le commerce. Gerda lui dit que leur chasse aux sangliers a également été réussie, car sans les roturiers, ils n'ont eu aucun problème. Alan lui demande quelle est la différence entre les serfs et les roturiers, et Gerda lui explique que leur statut social est différent, et que les roturiers ne payent pas la taxe de 60% comme les serfs. Au lieu de cela, ils payent 3 pièces d'or par adulte et 1 pièce d'or par enfant comme taxe annuelle. Alan est intrigué, et passe à sa question principale sur la manière dont les serfs peuvent devenir des roturiers. Gerda répond qu'ils doivent payer un tribut de 10 pièces d'or par personne dans leur famille, ou que le seigneur peut les récompenser personnellement par une promotion. Alan se rend compte que puisque sa mère met constamment au monde des enfants, il doit gagner 50 pièces d'or rapidement sinon il en aura 60 l'année prochaine. Bientôt, il se dirige vers une société de négoce et échange du sel contre de la viande de monstres séchés. Après cela, Jirta emmène Alan dans différents types de magasins et il apprend le taux de change pour différents articles. La prochaine fois, Alan se rend seul au marché et commence à faire des recherches sur le coût des articles s'il les achetait avec de l'argent. Après un peu de recherche, il découvre qu'un paquet de viande séchée d'Albaïron
se vend pour 1 pièce d'argent, et s'il veut gagner 50 pièces d'or, il doit en chasser 500. Il décide de ne pas penser au travail qu'il devra faire et va dans une pharmacie demander des potions de récupération de mana. Le commerçant lui répond qu'il n'a pas de produits aussi sophistiqués dans ses boutiques bon marché. Et Alan choisit d'examiner d'autres herbes médicinales pour en dessiner dans son grimoire. Puis, il demande au commerçant s'il a des fleurs de Müller, et un client s'énerve en entendant ce nom, car la dernière fois, il les a vendues à Gerda, qui était entrée dans son magasin en suppliant. Le commerçant dit que Gerda était vraiment tenace même avec seulement la moitié de l'argent. Il a promis de payer le reste plus tard. Il s'est littéralement mis à genoux en suppliant, disant qu'il avait besoin des fleurs pour sauver son ami, et le commerçant a dû céder. Il est encore frustré par cela, même si Jirta l'a payé ensuite, et Alan lui donne soudain un paquet de viande par remerciement, car les fleurs du meunier ont sauvé la vie de Roden. Après cela, Alan va dans un atelier de forgeron et fixe les armes à 50 pièces d'argent chacune, donc il décide de ne pas rêver de ses armes pour le moment. Tout à coup, l'utilisateur de hache d'Agora arrive et demande à Alan ce qu'il fait dans la boutique de son père. Alan ne veut pas s'occuper de ce petit impoli, alors il lui dit qu'il regardait juste et s'en va. Cependant, Dagora le frappe sans raison et lui dit de devenir son serviteur comme Pal, le fils du chef. Alan décide de riposter pour garder Dagora à l'œil dès le début. Il pose son bagage par terre et pointe son épée en bois vers Dagora, lui demandant de prendre l'arme de son choix pour un combat juste. Dagora court chercher son bat de baseball, tandis qu'Alan et Pal se saluent. Dès qu'il revient, il commence à frapper avec sa batte en bois. Alan esquive facilement et bloque ses attaques, et il peut dire que Dagora a la puissance d'attaque d'un utilisateur de hache, mais il n'est rien de spécial comparé à Krina. Alan s'élance vers lui et le désarme par un coup rapide, et Dagora tombe au sol après avoir été vaincu. Alan profite de cette occasion pour récolter des auras comme un samouraï habile, et lui dit qu'il reviendra échanger dans sa boutique un jour. Peu après, Rodin commence à se sentir mieux et se prépare à retravailler. Quelques mois passent, et Dagora devient un visiteur régulier chez Krina, qui est devenu un terrain d'entraînement pour tous les enfants. Pal est aussi là, et Mash s'entraîne avec Krina, qui le prend très à la légère. Alan réalise que son frère pourrait avoir les compétences pour devenir un utilisateur de lance, et pendant qu'il est distrait, Dagora décide de lui porter un coup. Cependant, ses mouvements sont encore trop maladroits et Alan l'esquive, le faisant tomber au sol. Une nuit après ça, alors qu'Alan regarde sa petite sœur s'endormir, Rodin et Gerda rentrent à la maison et ils ont l'air épuisés. Lassia leur demande ce qui s'est passé et ils lui disent que le baron leur a ordonné de chasser 15 sangliers cette année au lieu de 10, c'est pourquoi ils ont de nouveau laissé les roturiers les rejoindre. Iseria demande qui a eu l'idée stupide après que Rodin ait été blessé, mais ils ne peuvent pas refuser car c'est un ordre du baron. Pire encore, ils doivent chasser 20 sangliers l'année prochaine. Et s'ils ne peuvent pas le faire, le seigneur est prêt à faire venir plus de cerfs d'autres endroits, ce qui est une mauvaise nouvelle pour le village car les cerfs qui ne peuvent pas chasser verront leurs terres confisquées. Roden dit que leur seule option est de partir en chasse plus souvent car ils ne peuvent pas faire confiance aux roturiers, même si cette méthode est aussi risquée. Tout à coup, Alan dit que même s'ils partent en chasse plus fréquemment et atteignent le quota, cela continuera d'augmenter jusqu'à ce qu'ils doivent faire venir des cerfs d'ailleurs ou laisser les roturiers les rejoindre. Il dit que laisser les roturiers se joindre à eux est une bonne idée, et bien que Jirta lui dise de se taire quand les adultes parlent, Rodin lui demande ce qu'il suggère. Alan dit qu'il a été béni de sagesse par les dieux, ce qui signifie essentiellement son expérience de jeu. Il est convaincu qu'il peut transformer même les noobs les plus inutiles en forts joueurs et demande à Rodin et Jirta de lui laisser s'occuper des roturiers. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci de votre attention et à la prochaine.